Bonjour. Dans la vidéo 102, nous avons vu que les géants constituaient l'élite et avant eux les dieux. Les dieux de la mythologie sont largement représentés dans l'art, la peinture et les statues. Quant aux géants, ils figurent sur les pièces de monnaie jusqu'en 1900. On le sait car les dieux comme les géants ont un trait physique qui les distingue, leur nez. L'histoire telle qu'on nous l'enseigne dans les écoles et les universités ressemble souvent à un édifice doté d'une magnifique façade, derrière laquelle se cachent des structures bien différentes et beaucoup plus mystérieuses. Nous avons l'habitude de faire confiance à la chronologie officielle, et pourtant, il existe un détail méconnu mais frappant, capable de bouleverser complètement nos certitudes sur le passé. Ce détail, apparemment insignifiant, est resté sous nos yeux pendant des siècles, figé dans le marbre et sur les toiles, mais nous avons obstinément refusé de lui accorder l'importance qu'il mérite. Il s'agit de l'apparence physique de ceux qui peuplaient notre planète avant le début du XXe siècle, et plus précisément d'une caractéristique anatomique unique qui distingue radicalement l'élite ancienne de l'homme moderne. Si l'on abandonne l'habitude de simplement survoler les choses du regard et que l'on étudie attentivement l'héritage de l'Antiquité, qu'il s'agisse de statues majestueuses ou de peintures anciennes, on remarque une régularité étrange mais constante. À première vue, ce sont des gens ordinaires, une constitution habituelle, 2 bras, 2 jambes. Cependant, dès que l'on se concentre sur le profil, une structure faciale totalement atypique saute aux yeux. Ce n'est même pas la taille du nez qui attire l'attention, mais précisément la zone de la racine du nez, l'endroit où l'organe respiratoire rejoint l'os frontal. Chez l'écrasante majorité des humains modernes, il y a ici un creux naturel, une dépression sous les arcades sourcilières. Mais chez les personnages clés de l'histoire ancienne, ce trait est totalement absent. En observant les représentations de l'Égypte ancienne ou de la Grèce antique, nous voyons une ligne parfaitement droite. Le front se prolonge de manière fluide, sans la moindre courbure, cassure ou creux, vers un nez droit et massif. Les sceptiques et les historiens de l'art ont, pendant des décennies, mis cela sur le compte du soi-disant profil grec. Un canon artistique, une stylisation ou une tentative d'idéaliser l'apparence. On nous dit que les sculpteurs tentaient de transmettre une beauté divine en sacrifiant le réalisme. Cependant, cette théorie commence à s'effondrer lorsqu'il s'agit de statues trouvées lors de véritables fouilles archéologiques, dans des couches excluant les contrefaçons tardives. Des artefacts extraits du sol, par exemple dans la bande de Gaza, ou découverts lors de grands chantiers de construction de ponts, possèdent ces mêmes caractéristiques sans compromis. Ce n'est pas un masque symbolique, mais une reproduction détaillée et scrupuleuse de l'anatomie, où la structure osseuse est rendue avec une précision effrayante. Les têtes de héros antiques, comme Alexandre le Grand, de dieux olympiens, comme Hermès, Artémis, Dionysos ou la célèbre Aphrodite, possèdent invariablement ce profil spécifique. La ligne du front et du nez forme un vecteur unique, créant un visage qui nous semblerait aujourd'hui étranger, voire effrayant. Il est important de noter que les sculpteurs n'attribuaient pas ces traits à tout le monde. Les gens du peuple, les artisans, les esclaves étaient représentés différemment. Leur visage était plus proche de l'apparence qui nous est familière, avec une racine du nez marquée. Ce profil droit était la marque distinctive d'une classe privilégiée, un marqueur incontestable d'une caste supérieure. On a la nette impression que les maîtres anciens ne fantasmaient pas, mais documentaient avec précision l'apparence d'êtres qui ont réellement vécu, gouverné et qui étaient considérés comme l'étalon du pouvoir. Si ce phénomène se limitait exclusivement au territoire de la Grèce antique ou de Rome, on pourrait tenter de l'expliquer par une mutation génétique locale ou une mode isolée d'un seul peuple. Mais les faits sont implacables et suggèrent le contraire, nous obligeant à élargir nos horizons de recherche. La géographie du nez droit s'étend bien au-delà du bassin méditerranéen, couvrant d'immenses territoires et brisant les frontières habituelles des époques historiques. Ce que nous avons l'habitude de considérer comme une particularité de l'Europe antique s'avère n'être qu'un fragment d'une mosaïque mondiale, dont les traces nous mènent beaucoup plus loin, à l'est et au sud, suggérant l'existence d'une couche dirigeante unique à travers tout le monde antique. La géographie de ce phénomène s'étend à une vitesse alarmante dès que l'on se plonge dans l'étude des réserves des musées et des rapports d'expéditions archéologiques sur tout le continent eurasiatique.
Si nous déplaçons notre attention des capitales européennes qui nous sont familières vers l'Est, le tableau ne change pas, il acquiert simplement une échelle encore plus globale et mystérieuse. Sur le territoire de l'ancienne Perse, sur les terres de l'Irak et de l'Iran moderne, les chercheurs trouvent des portraits sculptés de dirigeants dont le profil ressemble comme deux gouttes d'eau au visage des dieux grecs ou des Césars romains. Nous voyons la même ligne ininterrompue reliant le front et la pointe du nez, les mêmes pommettes hautes et la même disposition spécifique des yeux. Cela semble incroyable car les tribus locales possédaient un type anthropologique complètement différent. Et pourtant, leurs idoles de pierre et leurs rois ressemblent à des étrangers venus d'un autre monde. En avançant plus loin vers l'Est, nous découvrons des témoignages analogues en Inde et même en Afghanistan. L'un des exemples les plus frappants est la célèbre découverte connue sous le nom de génie aux fleurs, trouvée dans les sables afghans. Les traits du visage de ce personnage n'ont rien de commun avec la population indigène de la région. C'est toujours ce même profil monolithique, dépourvu de creux, que nous avons vu à Athènes et à Thèbes. Des fragments de peintures anciennes dans les complexes de temples troglodytes d'Asie, par exemple à Djamsi, ont également immortalisé des gens avec cette caractéristique faciale, pour ainsi dire architecturale. Nous nous retrouvons face à une situation paradoxale. Sur des espaces gigantesques allant du Nil à l'Indus, englobant l'Europe, l'Afrique et l'Asie, l'élite dirigeante possédait une apparence unifiée. Il est ici important de comprendre le contexte social de la création de telles œuvres d'art dans l'Antiquité. Les statues, les bas-reliefs et les portraits d'apparat n'étaient jamais réalisés en l'honneur des gens du peuple, des paysans ou des marchands. La pierre et le marbre étaient le privilège du pouvoir. Cela signifie que les personnes représentées appartenaient à la caste la plus élevée, à l'élite qui tenait entre ses mains le destin des nations. La logique voudrait que les dirigeants en Asie centrale ou en Inde soient issus de familles influentes locales et portent les traits ethniques de leurs sujets. Mais l'art témoigne obstinément du contraire. Les souverains de différents pays et continents se ressemblaient plus entre eux qu'ils ne ressemblaient à leur propre peuple. C'est comme s'ils appartenaient à une seule espèce biologique distincte ou à un clan fermé qui aurait étendu son influence sur l'ensemble du monde civilisé de l'époque. Cette ressemblance transcontinentale des dirigeants oblige à s'interroger sur l'existence d'une lignée génétique unique qui contrôlait les civilisations clés de l'Antiquité. C'étaient des hommes, ou des êtres, dont le signe distinctif principal était un nez massif et droit, passant au front sans le moindre soupçon de racine nasale. Cependant, un sceptique pourrait objecter. N'avons-nous pas affaire à une mode mondiale, à un ancien canon de beauté que les sculpteurs copiaient simplement de région en région, ignorant l'apparence réelle des commanditaires ? N'était-ce pas simplement un artifice artistique destiné à glorifier le chef en lui donnant les traits d'une divinité ? Pour dissiper ce doute, nous devons quitter les salles poussiéreuses des musées de l'Antiquité et nous transporter à une époque où le réalisme est devenu le critère principal de l'art. Si le profil droit n'était qu'une invention des maîtres antiques, il aurait dû disparaître avec l'avènement des temps nouveaux. Mais cela ne s'est pas produit. Bien plus, des preuves de l'existence de cette race mystérieuse peuvent être retrouvées non seulement sur les toiles des grands peintres de la Renaissance, qui visaient la précision anatomique, mais aussi sur des objets qui se trouvent peut-être en ce moment même dans votre poche ou votre portefeuille, si l'on se penche sur l'histoire de la monnaie. La Renaissance, qui proclamait le retour aux idéaux antiques, n'était pas en réalité une simple période de copie des formes anciennes, mais un temps de fixation documentaire de la réalité. Les grands maîtres du pinceau, tels que Léonard de Vinci et Raphaël Santi, n'étaient pas seulement des artistes, mais aussi des chercheurs scrupuleux de l'anatomie. Léonard, connu pour son obsession de la structure du corps humain et pratiquant des dissections pour atteindre la vérité, n'aurait guère déformé les traits de ses modèles pour satisfaire un canon fictif. En scrutant les portraits de cette époque, par exemple la célèbre Dame à l'hermine ou les Madones de Raphaël, nous découvrons toujours ce même profil caractéristique. Une ligne de front haute s'écoulant fluidement vers le nez sans le moindre creux. Les peintres italiens du XVIe siècle ont immortalisé l'élite de leur temps avec une précision photographique, et ces visages répètent de manière surprenante les traits des statues créées des millénaires avant eux. Cela confirme que les porteurs du profil divin
n'ont pas disparu avec la chute de Rome, mais ont continué à occuper des positions dominantes dans la hiérarchie européenne. Cependant, des témoignages encore plus étonnants sont conservés par la numismatique, la science des pièces de monnaie. L'argent a toujours été un symbole du pouvoir étatique, et les images qui y figuraient étaient approuvées avec un soin particulier. Si l'on retrace l'évolution de la frappe des monnaies aux États-Unis d'Amérique, une chronologie frappante des changements de l'apparence humaine se révèle. Pendant 2 siècles, depuis les premières émissions de la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1909, les profils représentés sur les cents et les dollars montraient invariablement ce même prêt antique. Les pièces de 1793, 1797, 1809 et même 1908 portent des images de visages au nez parfaitement droit, formant une ligne unique avec le front. C'était un standard d'état approuvé, reflétant selon toute vraisemblance l'étalon d'apparence accepté dans les plus hautes sphères de l'époque. Mais ensuite, une rupture inexplicable se produit. Le tournant de 1909 devient un point de non-retour. Soudainement, sans raison apparente, le style change radicalement. Sur les pièces émises après cette date, en 1916, 1921 et plus tard, les profils acquièrent des traits modernes qui nous sont familiers. Une dépression nette apparaît à la racine du nez, cet angle entre le front et le nez qui est caractéristique de l'homme ordinaire. Le personnage sur les pièces reste formellement le même, un symbole de la liberté ou une figure historique, mais son anthropologie est entièrement réécrite. Pourquoi les artistes de l'Hôtel de la Monnaie, qui suivaient une même tradition depuis des siècles, ont-ils soudainement désappris à dessiner des nez droits? Ou bien les changements ne se sont-ils pas produits dans l'art, mais dans la réalité elle-même? Cette transition brutale suggère que c'est précisément au début du XXe siècle qu'un changement d'air s'est produit, non seulement politique, mais aussi biologique. Les anciens hommes, ou plutôt l'ancienne élite avec leur profil droit caractéristique, ont commencé à disparaître du champ visuel, cédant la place au type de visage moderne, même sur les symboles de l'État. Les sceptiques peuvent objecter, en affirmant que les portraits et les gravures sur métal ne sont que le résultat d'une fiction artistique ou de changement de mode. On peut repeindre un tableau, on peut fondre un coin monétaire. Mais il existe des preuves qu'il est impossible de falsifier ou d'attribuer à l'imagination d'un artiste. La Terre conserve des preuves physiques bien plus éloquentes que n'importe quelle image, et ces preuves relèvent de l'anatomie pure, cachée dans les sépultures anciennes. Si les sceptiques peuvent encore tenter d'expliquer les images sur les pièces ou les toiles des peintres par la fiction artistique, la stylisation ou les caprices de la mode, il existe une catégorie de preuves avec laquelle il est impossible d'argumenter. C'est la biologie elle-même figée dans l'os. Pour confirmer définitivement l'hypothèse de l'existence d'une espèce particulière d'hommes ayant gouverné le monde antique, il faut se tourner vers les découvertes archéologiques qui extraient littéralement du néant l'anatomie du passé. Il s'agit de crânes dont la structure diffère radicalement des standards de l'Homo sapiens moderne. Ces artefacts sont dispersés dans les musées du monde entier, mais ils partagent un détail effrayant qui correspond parfaitement à ces fameux profils grecs des statues antiques. Lors d'un examen détaillé des crânes découverts dans des coins totalement différents de la planète, des sépultures de Budapest et de Stuttgart en Allemagne, aux nécropoles anciennes du Pérou et aux sanctuaires souterrains de Malte, un tableau frappant se dévoile. Chez l'homme moderne, la boîte crânienne a une architecture faciale clairement définie. Les arcades sourcilières s'avancent et en dessous, à la jonction avec le nez, se trouve une dépression naturelle. C'est la norme anatomique pour notre espèce. Cependant, les crânes attribués à la noblesse et aux sacerdoces anciens sont construits par la nature différemment. Ils n'ont pratiquement pas d'arcade sourcilière et l'os frontal passe à l'os nasal en ligne droite, sans le moindre creux. Au niveau osseux, cette marche que nous possédons n'existe pas. Cela est particulièrement marqué chez les possesseurs de crânes dits allongés, dolichocéphales. Les historiens tentent souvent d'expliquer la forme allongée de la tête par une déformation artificielle, la tradition de bander la tête des nourrissons. Mais même si l'on admet que la forme de la boîte crânienne peut être modifiée mécaniquement,
aucun bandage ne peut changer la structure de l'os facial et supprimer une racine du nez génétiquement programmée. Le crâne de Budapest ou les trouvailles péruviennes démontrent que l'absence de dépression est un trait inné et non acquis. Cela signifie que de son vivant, le visage d'une telle personne avait ce même profil droit idéal que nous voyons sur les statues des pharaons égyptiens et des dieux grecs. Les tissus mous n'avaient tout simplement nulle part où s'enfoncer. Ils épousaient cette structure osseuse spécifique, créant une ligne unique de la racine des cheveux à la pointe du nez. La confrontation de ces faits mène à une conclusion inévitable. Les sculpteurs antiques étaient les plus grands réalistes. Ils n'inventaient pas de traits divins, ils sculptaient d'après nature. Ceux qui étaient représentés dans le marbre, dirigeants, chefs de guerre, dieux descendus sur terre, possédaient réellement une anatomie différente. C'était une espèce ou une sous-espèce biologiquement distincte, pour laquelle un nez droit et souvent une forme de tête allongée étaient des traits d'espèces naturelles. On trouve des restes de ces êtres sur tout le territoire de l'Eurasie, et ils sont toujours associés à de riches sépultures, à de l'or et aux attributs du pouvoir suprême. La minorité au nez droit n'est pas une métaphore, mais un fait paléo-anthropologique. Mais si nous admettons que cette espèce a existé physiquement, une question logique et inquiétante surgit. Où ont-ils disparu ? Il est communément admis que de telles étrangetés sont restées dans la haute antiquité avant notre ère. Cependant, si l'on retrace attentivement l'histoire des dynasties européennes, il devient évident que ces êtres ne se sont pas éteints avec les mammouths. Ils ne se sont pas dissous dans les siècles, mais ont continué à occuper les trônes et à décider du sort des nations bien plus longtemps que ne nous le racontent les manuels scolaires. Leurs visages nous regardaient depuis les portraits d'apparat jusqu'à une époque très récente, nous avons simplement désappris à les remarquer. L'étude de la généalogie des monarques européens révèle une vérité choquante. Ils étaient ici, parmi nous, il y a seulement quelques siècles. Si l'on observe attentivement les traits du visage de ceux qui ont décidé du sort de l'Europe au cours des 500 dernières années, il devient évident que ce qu'on appelle le sang bleu n'est pas seulement une belle métaphore de l'origine aristocratique. C'est un marqueur biologique très concret qui se transmettait de génération en génération, se conservant avec une obstination envieuse jusqu'au XIXe siècle. La galerie de portraits des monarques européens n'est pas simplement une collection d'images de personnes différentes, mais essentiellement des variations d'un même visage qui voyageait d'une chambre royale à l'autre, sans se soucier des frontières nationales. L'exemple le plus éclatant de cette continuité génétique est la célèbre Marie-Antoinette. Les historiens de la mode discutent souvent de ses coiffures volumineuses, mais se demandent rarement ce que cachaient exactement ces constructions capillaires complexes. Et elle cachait, à en juger par les images conservées de sa jeunesse et de sa période ultérieure, une forme de crâne atypiquement allongée. Mais le principal, c'est le profil. La reine de France possédait ce nez droit de référence, passant fluidement au front, que nous avons vu sur les camées antiques. Et ce n'est pas surprenant, car elle était la chair de la dynastie des Habsbourg, une famille qui a cultivé son exclusivité pendant des siècles. Sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, et toute sa nombreuse parenté, ses frères Joseph II et Léopold II, démontrent les mêmes particularités architecturales du visage. Ce sont des fronts hauts et des nez massifs et droits sans trace de racines nasales, qui confèrent à leur apparence quelque chose de pas tout à fait humain, si on les compare au visage de leur propre sujet. Ce sceau familial n'était pas une particularité locale de la cour d'Autriche. Un réseau génétique, tel une toile d'araignée, a recouvert toute l'Europe occidentale. Regardez la dynastie des Stuarts ou les rois danois. Anne de Danemark, épouse du roi Jacques Ier, apparaît sur les portraits d'apparat avec un profil idéal, presque anormalement lisse. Sa mère, Sophie de Mecklembourg-Güstrow, et sa grand-mère, issue de la maison des ducs de Poméranie, possédaient les mêmes traits. C'était un cercle fermé. Les Bourbons d'Espagne, en particulier le roi Charles III, portent également cette empreinte indélébile, un nez caractéristique qu'il est impossible de confondre avec quoi que ce soit d'autre. On a l'impression que tous ces monarques, rois d'Espagne, d'Angleterre, d'Autriche, de Danemark, n'étaient pas simplement des parents, mais les représentants d'un clan unique, biologiquement différent du reste de la population européenne.
Ils ne contractaient mariage qu'au sein de leur cercle, non seulement pour des raisons politiques, mais peut-être aussi pour préserver la pureté de ce génotype spécifique. Ainsi, jusqu'au XIXe siècle, l'Europe était gouvernée par une grande famille dont les caractéristiques physiques, le nez droit grec et la forme particulière du crâne, servaient de laissez-passer pour le trône. C'était une caste d'intouchables dont l'apparence servait de preuve de leur droit au pouvoir. Mais le plus étonnant est que cette expansion génétique ne s'est pas arrêtée aux frontières du monde catholique et protestant. Les traces de cette mystérieuse race de dirigeants mènent plus loin à l'est, pénétrant derrière le rideau de fer de l'histoire, droit au cœur de l'Empire russe. L'historiographie officielle insiste sur la voix unique et populaire des tsars russes. Mais des portraits impartiaux témoignent que sur le trône russe siégeaient aussi des gens dont les profils ressemblaient de manière suspecte à leurs cousins occidentaux, remettant en question tout ce que nous savions sur l'origine de la dynastie Romanov. Il serait naïf de croire que l'Empire russe, faisant partie intégrante de l'arène politique mondiale, soit resté à l'écart de ce réseau génétique global. Si l'on rejette les mythes patriotiques et que l'on regarde la dynastie des Romanov à travers le prisme de l'anthropologie, un tableau totalement identique à celui observé dans les palais occidentaux se dévoile. Le trône russe était occupé par des personnes ayant les mêmes traits faciaux spécifiques que les dirigeants d'Espagne ou d'Autriche, ce qui remet sérieusement en question la version de leur origine exclusivement locale. Commençons l'analyse par l'une des figures les plus emblématiques, Pierre le Grand. Son activité réformatrice et son attirance vers l'Europe sont connues de tous, mais peu de gens prêtent attention à sa physionomie, immortalisée par les maîtres de son vivant. Le visage du premier empereur de Russie possède cette même géométrie caractéristique, un nez puissant et droit formant une ligne unique avec le front. Ce trait se retrouve aussi bien sur ses portraits de jeunesse que sur les images de ses années de maturité. Son père, Alexis Mikhailovitch, possédait également un profil impeccablement droit, mais on peut tirer des conclusions encore plus intéressantes en étudiant la lignée féminine. La mère de Pierre, Natalia Kirillovna Narychkina, portait un nom russe traditionnel, mais son apparence est l'étalon de l'aristocratie européenne de l'époque. Son profil est impossible à distinguer des profils des archiduchesses autrichiennes ou des princesses françaises, comme si elle avait été moulée dans la même forme. L'image de Doxy Loukianovna Strechneva, épouse du premier tsar de la maison Romanov, Michel Fiodorovitch, nous emmène encore plus loin dans l'histoire. L'histoire officielle dit qu'elle a été choisie à la suite d'une revue des fiancés en 1626, c'est-à-dire qu'elle était en substance une jeune fille noble choisie au hasard, ayant gagné un concours de beauté. Cependant, les traits de son visage disent le contraire. Sur les images conservées, nous voyons une femme au nez idéalement royal et au crâne haut, qu'il est impossible de distinguer des filles du roi d'Espagne ou de la reine d'Autriche. La probabilité qu'une noble russe prise au hasard coïncide accidentellement par son phénotype avec un groupe restreint de l'élite mondiale tend vers zéro. Cela suggère que soit son origine était différente, soit la classe dirigeante de Russie appartenait initialement à la même espèce biologique que les maîtres du reste de l'Eurasie. Cette ligne de pureté du sang peut être suivie plus loin. Regardez Pierre III, le petit-fils de Pierre le Grand. Malgré sa réputation complexe, son profil reste canonique. Droit, sans creux, exactement comme celui de ses contemporains européens du milieu du XVIIIe siècle. Anna Petrovna, fille de Pierre Ier, a transmis ce gène. Il semblait que cette race d'hommes régnerait éternellement. Mais le XIXe siècle arrive et le mécanisme se brise. Si l'on retrace l'évolution des visages des empereurs russes vers la fin de la dynastie, nous voyons une disparition progressive mais inexorable du trait divin. Chez Paul Ier, le profil n'est déjà plus aussi idéal, bien que les contours généraux soient conservés. Alexandre II et Alexandre III se rapprochent de plus en plus de l'apparence de l'homme ordinaire. Et enfin, Nicolas II. Le dernier tsar russe n'a pratiquement plus rien en commun avec ses lointains ancêtres en termes de structure crânienne. Il a une racine du nez distincte, un creux entre le front et le nez, caractéristique de l'Homo sapiens moderne. Le nez royal a disparu. Ce processus de dégradation ou de dilution des traits
se produit de manière synchrone dans le monde entier. C'est précisément au XIXe siècle, au tournant du XXe, que nous observons comment toute une espèce de dirigeant se dissout littéralement. Ils disparaissent des toiles de peinture, on cesse de les frapper sur les pièces de monnaie, et ils sont remplacés par des gens à l'anatomie ordinaire. La lignée génétique qui détenait le pouvoir depuis des millénaires a été interrompue ou est passée dans l'ombre. Mais quelle a été la cause de cette disparition ? Pourquoi la minorité au nez droit, qui contrôlait si longtemps et avec tant d'assurance la civilisation, a-t-elle soudainement cédé sa place sur le devant de la scène historique ? Et ce qui est le plus important, ont-ils vraiment disparu sans laisser de traces, ou ont-ils simplement changé de tactique ? En résumant cette enquête historique à grande échelle, nous nous heurtons à un fait qu'il est impossible d'ignorer. Pendant des millénaires, depuis l'aube des premières grandes civilisations d'Égypte et de Sumer, jusqu'à la révolution industrielle du XIXe siècle, l'humanité a été gouvernée par un groupe restreint d'êtres biologiquement distincts. Cette minorité au nez droit, comme nous l'avons provisoirement appelée, ne connaissait pas de frontières. Ils occupaient les trônes en Europe, en Asie et en Afrique, transmettant le pouvoir et des marqueurs génétiques spécifiques à leur progéniture. Leurs traits distinctifs, un profil droit dépourvu de racines nasales et souvent une forme de crâne allongé, n'étaient pas simplement un caprice esthétique, mais une sorte de label de qualité, un sceau du droit de posséder le monde. Cependant, le XXe siècle, siècle des guerres mondiales et de la chute des empires, est devenu un tournant où les traces de cette ancienne caste ont commencé à se perdre rapidement. Officiellement, l'ère des rois et des empereurs est terminée, ou s'est transformée en monarchie constitutionnelle décorative, où les dirigeants ne prennent plus de décisions réelles. Mais cela signifie-t-il que l'espèce biologique qui a tenu les rênes du gouvernement pendant des milliers d'années a simplement disparu ? La logique du pouvoir suggère que les élites ne se dissolvent pas dans l'air, elles se transforment. Si nous détournons notre regard des trônes vides vers les conseils d'administration des sociétés transnationales et des conglomérats bancaires, nous voyons un tableau intéressant. Considérons par exemple les patriarches des dynasties financières modernes, tels que les Rothschild ou les Rockefeller. Dans les traits du visage de certains représentants de ces familles, en particulier de l'ancienne génération, transparaissent ces mêmes échos du vieux sang qui nous sont familiers par les statues antiques. Bien sûr, le temps et le mélange avec les gens ordinaires ont fait leur œuvre. Le type parfaitement pur du dieu grec, avec une ligne front-nez absolument droite, se rencontre extrêmement rarement aujourd'hui. Cependant, même sous une forme diluée, cette génétique se fait sentir. Une architecture faciale spécifique, un regard lourd, un port de tête particulier. Chez des personnalités comme David Rockefeller ou Jacob Rothschild, on pouvait remarquer certaines particularités anthropologiques qui les distinguaient de la foule, rappelant des racines anciennes. Cela permet de supposer que les maîtres de l'histoire ne sont partis nulle part. Ils ont simplement changé de tactique. Au lieu de démontrer ouvertement leur altérité sur des pièces d'or et des piédestaux en marbre, ils ont préféré passer dans l'ombre, devenant moins visibles pour le grand public. Nous approchons ici de la question principale, peut-être la plus effrayante de toute notre enquête. Qui étaient réellement ces êtres ? Si leur structure osseuse, l'absence de dépression à la racine du nez, une forme différente de la boîte crânienne, différaient si radicalement de l'anatomie de l'Homo sapiens, pouvons-nous même les appeler des humains au sens habituel du terme ? La biologie est implacable. Des différences aussi importantes dans la structure du squelette indiquent généralement l'appartenance à une autre sous-espèce, voire à une autre espèce. Peut-être que tout ce temps, alors que l'humanité construisait des villes et faisait des guerres, elle était gouvernée par une branche parallèle de l'évolution, plus développée, plus organisée et plus impitoyable. Leur disparition du devant de la scène au début du siècle dernier n'est peut-être pas du tout une extinction, mais un brillant acte de mimétisme. Dans un monde où l'apparence a commencé à jouer un rôle moindre que le capital et l'information, il est devenu plus avantageux pour eux de se fondre dans l'environnement. Ils ont pu diluer intentionnellement leur sang pour effacer les différences trop évidentes tout en conservant l'essence intérieure et les leviers d'influence. Ou bien ils ont appris à dissimuler leurs vrais traits en utilisant les acquis de la médecine moderne et un mode de vie fermé.
Nous regardons les politiciens modernes et voyons des visages ordinaires avec des nez ordinaires. Mais qui se tient derrière eux? Peut-être que cette même race ancienne n'a disparu nulle part. Elle a simplement cessé de poser pour les artistes, ayant compris que le vrai pouvoir aime le silence. Et peut-être qu'en ce moment même, en passant devant les gratte-ciel miroirs des centres financiers, nous sommes beaucoup plus proches de la solution de l'énigme des anciens dieux que nous ne voudrions le penser.